Bien le bonjour, chères auditrices et chers auditeurs. À moins de vivre en marge de nos sociétés, le sujet des Ouïghours en République populaire de Chine ne vous a pas échappé. Entre les activistes des réseaux sociaux ou bien les acteurs s'improvisant spécialistes d'une question complexe à la moindre polémique virale, il est du moins normal d'entendre diverses opinions, amalgames et manipulations, interprétations historiques biaisées ou peu informées sur le rapport entre le parti-État et l'ethnie majoritaire de la province du Xinjiang. De plus, à l'heure où vous m'écoutez sûrement via vos objets connectés pour la majorité fabriqués en Asie, le sujet est d'autant plus important car un de ces acteurs influence fortement et toujours de plus en plus le monde dans lequel nous vivons. Évidemment, vous devinez aisément que je parle de la Chine, un pays vieux de plus de 4000 ans d'histoire ayant accaparé dans son sillage 56 ethnies dont les Han en sont majoritaires. Parmi ces dernières, on en trouve une en particulier, celle des Ouïghours. Une population dont la croissance démographique est actuellement la plus forte à travers le pays, passant de 7,2 millions en l'an 2000 à 12,7 millions en 2020, soit une augmentation de 76,3%. Ainsi, elle représente un peu plus de la moitié de la population de Saint-Province au nombre total de 24,8 millions selon les chiffres de 2018. Cette fameuse province, le Xinjiang, fut anciennement la zone de transit pour ce qu'on appelait les routes de la soie, chemins empruntés par le célèbre Marco Polo, mais exploités, selon les travaux de l'historien André Leroy-Gourhan, depuis le Paléolithique, soit depuis environ 3 millions d'années. Vous me diriez que le temps en a fait ses vestiges, mais vous voyez, son importance revient sur la table encore plus aujourd'hui, notamment avec le projet faramineux dont vous avez sans doute entendu parler, les nouvelles routes de la soie, annoncé en septembre 2013 par le président Xi Jinping. L'étendue de ce projet est telle que 65 pays de tout continent l'ont rejoint, l'Europe restant une des régions les plus investies, étant donné le lien direct car, pour l'exemple, un des terminus ferroviaires en partance de la ville de Chongqing ne sera rien d'autre que la ville de Lyon. Vous comprenez ainsi la couleur de l'enjeu qui se dresse aux yeux du monde, et vous comprenez aussi aisément le problème stratégique posé au pied de la première puissance mondiale, les États-Unis, mais aussi pour une bonne partie de ses alliés, malgré la pleine participation de certains dans ce projet. Ainsi, nombreux sont les contre-projets prenant différentes formes, comme des partenariats ou des sabotages, tentatives de subversion, mais à l'ère dans laquelle nous vivons, quoi de mieux que la guerre informationnelle, la fameuse guerre de communication, aussi nommée propagande. Toutefois, la Chine demeure le partenaire commercial primordial des Américains et, comme le disait le poète néerlandais Multatuli, l'hypocrisie est seulement un hommage à l'intérêt. Nous creuserons ces pistes de réflexion un peu plus tard. À présent, faisons un retour vers le passé, notre lanterne pour éclairer le monde d'aujourd'hui et celui de demain. Le Turkestan oriental, aussi appelé par certains Ouïghouristan, littéralement pays des Ouïghours, mais aussi nommé Xinjiang, est, comme on l'a vu, la province d'où proviennent les racines de la population ouïghour, frontalière de nombreuses anciennes républiques soviétiques, dont la Fédération de Russie. Cette zone, majoritairement sèche et aride, fut peuplée au tout départ par des nomades y circulant dans toutes les directions, puis par des tribus turcophones venues de Mongolie au IXe siècle. Les prédécesseurs des actuels Ouïghours sont ainsi non pas des Turcs, mais des turcophones dont le mélange issu des dynasties Sui et Tang a petit à petit donné naissance à une ethnie particulière aux diverses racines. C'est aussi durant cette période que la conversion à l'islam prend de l'ampleur, devenant la religion majoritaire parmi une mosaïque de bouddhistes, chrétiens et autres croyances prenant la place de minorités au fil du temps. Toutefois, l'influence des Turcs frontaliers à l'ouest en est aussi un des facteurs majeurs, et vous le verrez, la notion du panturquisme s'accrochera à l'histoire de cette province. C'est aux abords d'Oasis que fut fondé le royaume des Ouïghours en 843, succédant à ce qu'on appelait le Khaganat ouïghour, une période de domination par les Ouïghours à travers la majorité des territoires de la Mongolie. Aussi longue qu'elle puisse être, l'histoire de la Chine
est agité par des successions de dynasties impliquant de profondes transformations parfois assez drastiques, notamment au niveau des territoires. Ainsi, entre 843 et le 19e siècle, la zone se retrouve envahie, exploitée par divers acteurs politiques de la région, dont les Mongols en 1209. Les contrastes sont forts, bien que l'on puisse parler d'une certaine proximité culturelle malgré les ruptures. Toutefois, nombreuses sont les insurrections des Ouïghours musulmans clamant leur légitimité perdue à travers le territoire, se sentant plus éloignés des envahisseurs de l'Est que de ceux provenant de l'Ouest. Jusqu'à nos jours, les insurrections demeurent et ravivent des tensions entre les différentes ethnies et religions, certes moins nombreuses mais toujours violentes et politiquement fortes. Il faut savoir que durant cette fameuse période de vassalité sous le règne de Gengis Khan, les Ouïghours bénéficiaient d'un traitement particulier par les Mongols, car ces derniers acceptèrent la soumission politique sans y opposer de véritables forces. On les trouvait un peu partout dans l'administration mongole, car ces derniers, à l'inverse des dominants analphabètes, avaient déjà établi un alphabet dont les racines proviennent entre autres du vieux turc et du yougour occidental. Un souvenir historique de rayonnement ancré dans la mémoire ouïghour. Lors de l'avènement des Qing en 1644, ces derniers entreprennent d'unifier ce qu'ils estiment être tous les territoires de la Chine, et le Xinjiang n'y échappe absolument pas, en tombant définitivement sous le joug de l'Empire en 1758. Et ce nom que vous entendez depuis le début de l'épisode, Qin de nouveau, Jiang de frontière ou territoire, lui fut attribué à cette époque, signifiant donc nouvelle frontière. Elle devint administrativement une province en 1882 lors des réformes de l'Empire en pleine crise et prit comme capitale Tirua, actuelle Urumqi, ville au nord-est de la province, dont le nom actuel signifie en mongol Belle Provence. Devenant une partie inaliénable de l'Empire, comme il fut inscrit dans le peu de documents officiels de la fin du XIXe siècle, de nombreux Chinois, dont l'ethnie des Han, se mirent à affluer massivement afin de peupler cette région, à la fois stratégique pour ses frontières comme pour ses ressources, nous le verrons un peu plus tard. Qui dit nouvelle population doit évidemment comprendre que l'acceptation n'est pas du ressort de tous. Les insurrections reprirent du poil de la bête et se multiplièrent, amenant ainsi progressivement les autorités à y établir des politiques spécifiques à cette province, souvent dirigées vers les habitants historiques, les Ouïghours. L'influence de l'Ouest, dont l'Empire ottoman à cette époque, demeura tout de même majeure auprès de cette population, les échanges étant assez fréquents, le tout accentuant naturellement les sentiments d'identité culturelle et historique qui ne s'étaient jamais échappés des esprits sur fond d'identité religieuse et de panturquisme. Rémi Castet, maître de conférences à l'université de Bordeaux-Montaigne, écrit dans son étude parue en 2004 dans les études du CERI les termes suivants. Le régime chinois se pose comme le garant de l'intégrité d'un territoire indivisible, inaliénable et éternel. L'intégration du Xinjiang à l'État-nation est une priorité du régime chinois qui ne peut s'offrir aucune remise en question. Cette dynamique a pris dans les faits au Xinjiang la forme d'une intégration politique, juridique, économique, démographique, sociale, culturelle croissante avec la Chine. Les Ouïghours ont le sentiment d'appartenir à un monde culturel très différent de celui des Chinois, et ce processus d'intégration qui implique une sinisation croissante est perçu comme un processus d'acculturation s'attaquant au fondement même de l'identité ouïghour. Je vous laisse avec ces quelques mots pour la fin, en espérant que cela vous ait plu et éclairci un peu plus sur notre monde. Je vous retrouve très vite pour la suite. C'était Histomédia par Kevin Polkan. Je vous remercie de m'avoir écouté.